Alors je m'appuie pour ça, pour aller rapidement, je m'appuie pour ça sur deux petits concepts que j'ai résumés aussi dans mon manuel. Là. Le premier qui est celui de l'inscription sociale des pratiques délinquantes, et le deuxième qui est celui de la construction identitaire du rôle délinquant. Ça repose sur un constat tout simple qui est que la délinquance, c'est à la fois une activité plus ou moins routinisée, mais par ailleurs, c'est aussi une identité, un rôle social, un rôle psychosocial. Donc c'est ces deux choses qu'il faut comprendre si on veut analyser les carrières délinquantes, les entrées et les sorties. C'est des choses qu'il faut avoir absolument en tête. Et c'est à mon sens ce qui permet de comprendre pourquoi et qui sont ces jeunes qui font carrière dans la délinquance, pourquoi ils sont dans le système politique, social et pénal actuel, pourquoi ils sont pour beaucoup des enfants des quartiers d'habitat social, des fils en particulier, en particulier de familles nombreuses qui sont les moins armées scolairement, et des familles également qui sont les plus précaires économiquement, et qui sont par ailleurs membres des intenses sociabilités juvéniles et masculines qui caractérisent ces quartiers populaires. Ils sont aussi très clairement les segments d'une classe sociale située tout en bas de l'échelle, et dont la relégation s'inscrit en général dans l'espace urbain. Rapidement, je dirais que c'est d'abord en famille que cette inscription sociale se marque dans la trajectoire et dans l'esprit des enfants, comme, à mon sens, des recherches, notamment un numéro très intéressant de la revue Politics en 2012, avec des recherches sur la socialisation des enfants, entre 6 et 10 ans, par exemple, avait, me semble-t-il, bien montré ça. Ensuite, c'est évidemment massivement dans les parcours scolaires que s'opèrent de façon décisive ces orientations pour les enfants, parce que c'est là que se joue pour la première fois leur destin personnel, et c'est là qu'ils en prennent conscience petit à petit, et leur famille plus ou moins autour d'eux. Ça, c'est l'essentiel. Du côté de la construction de l'identité, je rappelle aussi des choses très basiques, mais je crois tout à fait fondamentales. Il s'agit donc d'un processus psychosocial qui consiste en la rationalisation de l'opposition à un modèle, le modèle dit normal, travaille bien à l'école, tu auras un bon métier, etc. La rationalisation de l'opposition à un modèle qui est jugé inaccessible à un moment donné par un adolescent. Et la conversion identitaire au rôle délinquant consiste en une revalorisation, fondamentalement. C'est une revalorisation. Pour le dire plus simplement, on ne devient pas délinquant en baissant la tête, en s'excusant, en courbant les chines. Non, par définition, je résume beaucoup, je simplifie, la situation principale, on va dire, consiste au contraire, puisqu'il s'agit de sortir de la dépréciation, de la honte, de l'anxiété, de la mauvaise estime de soi-même, de l'échec, etc. Il s'agit au contraire d'en sortir par le haut, je dirais de façon en rébellion, en affichant un contre-modèle, une contre-identité, en valorisant l'aspect hédoniste, le style de vie délinquant, etc. Alors évidemment, ces mécanismes, on voit bien qu'aujourd'hui comment ils sont concentrés dans certains quartiers populaires, où au fond tous les facteurs se cumulent. Les familles en très grande difficulté, en particulier celles qui sont par ailleurs traversées par de graves conflits, voire de graves violences intrafamiliales. La question de l'échec scolaire, tout à fait majeure, vous le savez, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a des travaux qui vont systématiquement dans le même sens. On a 4 collègues bordelais il y a quelques années qui avaient même publié titré un de leurs livres « L'apartheid scolaire ». Un Premier ministre a découvert récemment ce mot, mais donc c'était celui, je crois, 2005, du bouquin de Félouzis et autres, etc. Bon, on a, pour le dire de manière beaucoup plus simple, on a dans une même petite ville, à quelques centaines de mètres de distance, on a un collège où on a 90% de réussite au brevet des collèges, un premier examen, et puis à quelques centaines de mètres de là, au cœur de l'Azus, un autre collège où on n'a que la moitié de ça. On a moins de 50% de réussite au brevet des collèges. Autrement dit, on a la majorité des élèves qui sont en difficulté. Donc ce deuxième facteur qui peut se cumuler avec le premier. On a par ailleurs, vous le savez, une perspective d'insertion économique qui est également dramatiquement faible, toujours dans ces quartiers. Et on a, pour toutes ces raisons-là, historiquement, dans certains quartiers, une
une offre délinquante plus importante qu'ailleurs, une incitation, un effet d'entraînement, un effet d'aspiration. Hein. Et au fond, on se retrouve dans cette espèce de cercle vicieux où, pour dire les choses très rapidement, le jeune qui est en échec, je grossis le trait, mais c'est pour faire passer l'idée. Enfin, je résume le mécanisme principal, c'est évidemment beaucoup plus, c'est plus compliqué, il y a plusieurs trajectoires, mais le mécanisme principal, il est classique, et je dirais au fond, il a jamais vraiment changé. Hein. Le jeune qui est en échec à l'école, soit se rend plutôt invisible avec sa famille, soit devient le rebelle à la situation et l'injustice qu'il vit. C'est celui qui va devenir le cancre, l'agitateur, la terreur de la cour de récréation ou de la sortie des cours. Rappelant le vieux dicton qu'on trouve dans La guerre des boutons en 1912, qui disait la cour de récréation est le lieu de la revanche du fier à bras sur le fort anthème. Hein, traduisons en langage 2015, la cour de récréation est le lieu de la revanche, de la racaille sur le bouffon. Voilà, c'est toujours la même histoire, qui va donc, dans le cas où le cercle vicieux se déroule mal, hein, s'il ne peut pas s'appuyer sur des ressources familiales, une bonne mesure, à un moment donné, un éloignement, un placement, que sais-je, qui risque donc de commencer à accumuler des exclusions scolaires, hein, une, puis deux, puis trois, temporaires, puis définitives, etc., jusqu'au jour où il se retrouve à la rue. Et à la rue, dans un quartier où il y a déjà une offre délinquante, il va rencontrer d'autres jeunes, déjà dans la rue, déjà aguerris aux pratiques délinquantes, et qui vont l'engrainer et l'entraîner là-dedans. Bon. Voilà une espèce de situation type qu'on a retrouvée dans quantité d'affaires et qui caractérise tout à fait ce type de carrière et ce premier type de socialisation délinquante. Il y en a plusieurs, hein, vous le savez, la prison en fait partie aussi, évidemment, mais on a là la première. Donc oui, on a comme ça des espèces de spirales, de cercles vicieux qui sont particulièrement forts dans certains quartiers où se cumulent, au fond, toutes ces difficultés, tous ces désavantages, on pourrait dire. On en arrive à une autre question très très connue et qui fait également l'objet d'un discours très ethnicisé au fond ces dernières années, qui est la question des bandes de jeunes qui se forment dans ce contexte qu'on vient de dire. Question qui pourtant n'est pas nouvelle du tout, hein, bien connue de nos autres sociologues de ces questions-là, puisque les travaux américains depuis les années 20 au moins ont beaucoup nourri cela. Le mécanisme, pourtant, est exactement le même, et ce qui fait sa base, ça n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on a pu entendre parfois, un recrutement ethnique, ou des choses de ce type-là. Non, le mécanisme de base de formation et de recrutement des bandes de jeunes, c'est la proximité résidentielle. Hein. Je suis dans la bande de mon quartier avec des jeunes que je connais depuis tout petit parce que j'ai grandi avec eux. Hein. Et si on a un peu tous la même couleur, c'est peut-être qu'à tel endroit, c'est tout l'immeuble qui a la même couleur. Non, voilà. C'est pas propre au petit groupe qu'on désigne là, c'est à l'image au fond de ce quartier-là. Je renvoie ici à la thèse de Marwan Mohamed sur la formation des bandes de jeunes, qui explique très bien entre les trois pôles de socialisation, hein, la famille, l'école et le quartier, comment ces choses se trament. Et l'erreur qu'il y a là aussi dans cette désignation ethnique, hein, dans cette ethnicisation des bandes de jeunes. Ce qui n'empêche pas, et c'est mon avant-dernier point, ce qui n'empêche pas que et c'est ici, au fond, c'est le seul endroit, à mon avis, où joue véritablement la question dite ethnique, une fois qu'elle est constituée dans le débat public, une fois qu'elle existe comme représentation et comme stigmatisation, elle peut, parvenue à ce stade-là de la reconstruction du parcours délinquant, elle peut servir, au fond, à renforcer encore plus ce parcours-là. Pour une raison qui est classique, hein, et qui est typique du mécanisme de la carrière délinquante, et notamment des bandes de jeunes, hein, qui est que dans le petit milieu délinquant, qui je l'ai dit, c'est à la fois un ensemble de pratiques, mais ce sont aussi des représentations, ce sont aussi des imaginaires, des discours, une identité. Hein. Et dans le discours, il y a ça fait partie de cette socialisation. Hein. Ce discours contribue aussi à désigner un nous et un eux. De la même manière que la société produite d'exclusion et érige une barrière entre les uns et les autres, et entre nous et eux, de la même manière, hein, du côté de la socialisation délinquante, on a également ce retour-là. Ce qui est classique, en termes savants, on va parler de la stigmatisation et la contre-stigmatisation, hein, et renvoyer à la longue série des travaux interactionnistes de Goffman et autres, Hoffman, Becker, etc. Et puis, pour ceux qui ne sont pas versés dans la sociologie de la délinquance,
Je peux vous donner une autre référence plus simple à mémoriser, c'est Coluche, dans son sketch sur le clochard malheureux, ou quelque chose comme ça, qui se lève à un moment donné en disant « La société ne veut pas de nous qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle ». Ça rappelle simplement cela. La stigmatisation produit la contre-stigmatisation. Le racisme produit le contre-racisme. Tu ne m'aimes pas, je t'aime pas non plus. Tu veux pas de moi, ben je veux pas de toi non plus, etc. etc. C'est tout à fait fatal. Et à mon avis, c'est finalement le seul endroit où ces mécanismes d'ethnicisation peuvent venir réellement durcir une situation, une trajectoire des représentations délinquantes, les durcir encore, en fournissant aux intéressés, au fond, une explication à leur situation, une vision du monde, qu'on va rencontrer régulièrement, qui va fournir aussi, même dans certains cas, des théories du complot, qui va être l'explication ou la vision du monde consistant à penser que la société française est une société raciste, point, et globalement, et à 100%, et point, et que c'est ce qui explique tout. La situation où on est, le machin, etc., jusqu'à verser dans les théories du complot, dont on a pu voir encore les exemples récents. Les attentats n'ont pas eu lieu, ou c'était commandité, ou c'était fait exprès, bref, tous les délires qu'on peut imaginer quand on part vers cette façon unique de voir le monde. C'est finalement et fatalement le seul point où je pense que cette ethnicisation généralisée dans laquelle nous vivons, malheureusement, peut venir effectivement renforcer encore plus les trajectoires délinquantes dont on parlait ici. Alors pour conclure, en milieu urbain, en général, les jeunes auteurs de petite et moyenne délinquance sont plus ou moins souvent issus d'immigration. C'est incontestable. Mais après, est-ce que c'est inscrit dans le code génétique ? On a vu que non. Est-ce que c'est... ou en tout cas, sinon je vous dis que non. Est-ce que un changement récent de conjoncture astrale, de calendrier chinois, non plus. Les mécanismes psychosociaux que j'ai rappelés, je crois, sont assez clairs, assez simples. Ils ne sont pas nouveaux, il n'y a aucune révolution là-dedans. On n'a rien inventé du tout. Ces jeunes sont en plus souvent rebelles, ils défient les institutions, ils nous rient au nez quand on leur annonce qu'on va les envoyer 3 mois en prison, etc. C'est souvent vrai aussi. Et après, comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il en soit autrement, à la fois au stade de leur parcours où ils sont arrivés, et par ailleurs dans l'ambiance xénophobe grandissante de ce pays. Et pourtant, cette histoire, on l'a vu, ne fait que répéter, au fond, n'est que l'épisode nouveau d'une longue histoire. On peut d'ailleurs déjà entrevoir les épisodes suivants. Au fond, nous avons vécu, on va dire, entre les années 60 et les années 2000, on a vécu 40 ans à peu près sur l'épisode fondamentalement du racisme anti-maghrébin. C'était ce qui dominait, on va dire, c'est le dernier héritage de la guerre d'Algérie, pour aller vite. Mais vous aurez remarqué aussi que les prochains épisodes ont déjà commencé. C'est comme dans Plus belle la vie, qui n'est pas tout à fait terminé, mais on annonce déjà le suivant pour accrocher le lecteur. Donc l'épisode maghrébin a à peine terminé que déjà, et donc par exemple les émeutes de 2005, on a bien vu comment arrivait maintenant la peur des Noirs. Arriver les discours sur la polygamie, on a bien vu ça pendant notamment les émeutes de 2005. À cette occasion-là, on a vu refleurir un certain nombre de discours culturalistes qu'on croyait définitivement laisser un chapitre d'histoire de l'ethnologie assez ancien. Et puis au même moment, d'ailleurs, 3e épisode qui se superpose, on a vu arriver aussi l'épisode Rome, bien sûr, dans lequel on est encore plongé tout à fait en ce moment. Je conclurai en disant que finalement le seul épisode qu'on verra sans doute jamais dans cette triste série Pas belle la vie, qui est celle qu'on raconte ce soir, c'est sans doute l'épisode de la délinquance des élites économiques et politiques. Ceux-là qui ont à peu près tous la peau blanche
risquent pas de se retrouver dans la prison et de devenir blanchir la moyenne du teint des gens qu'on observait tout à l'heure dans notre maison d'arrêt, puisque rarement pris, jugés parfois au bout de longues années de procédure quand ils sont jugés, ils n'écopent quasiment jamais des peines de prison ferme, ce qui nous rappelle, au cas où on ne le savait pas, que la prison, eh bien, c'est pour les pauvres. Et il me semble que c'est malheureusement là-dessus, sans ironie, mais avec un peu de tristesse, qu'il faut bien être obligé de conclure. Merci de votre attention.